Il faut se montrer détendu, décontracté, lâché. C'est ça l'un des phénomènes qui se produit. Si vous voulez, la mode est un affichage de sa décontraction suprême sous l'empire de l'alcool. Deuxième chose très importante, ce que je crois vraiment, c'est que la pression sur nos enfants est considérable. Nos enfants sont très stressés. Ils sont stressés parce qu'il y a bien sûr une pression scolaire, mais pas seulement. C'est pas seulement la pression scolaire, c'est aussi le pessimisme ambiant qui fait dire à tout un chacun, comme on le fait trop, à mon avis trop souvent avec nos enfants, que tout est fichu, que la planète est cuite, que l'euro est coulé. Que... Bon, alors l'apocalypse, quoi. L'apocalypse pour demain. La guerre partout, etc. Donc jamais des choses positives, jamais des choses qui vont bien, toujours des choses qui vont mal. Et donc eux disent quoi? Ils disent en fin de semaine, on en a plein la tête, on veut se lâcher. Et se lâcher, ça veut dire se déchirer, parce que c'est ça le problème, et ça c'est une nouveauté, Marie, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. La nouveauté, moi, que je vois, c'est qu'il y a 15 ans, c'était toujours des ados qui allaient très mal, qui faisaient des choses pareilles. Aujourd'hui, pas du tout. Les parents ont impérativement besoin de se parler, de se dire les choses. Je ne trouve pas normal que quand Vanessa va à l'anniversaire d'Alexandra, qui a 15 ans, les parents ne s'appellent pas pour savoir chez qui ça va se passer, dans quelles conditions, comment vont-ils se déplacer, comment vont-ils rentrer. Quel est l'adulte qui va rester à proximité? Moi, ça fait partie des choses que je conseille. Il ne faut jamais laisser un appartement ou une maison à des ados de moins de 16 ans sans qu'il y ait un adulte à proximité. C'est de la non-assistance à personne en danger. Il faut dire les mots, si vous voulez. On ne peut pas laisser nos enfants se déchirer comme ça et prendre le risque d'avoir des accidents de la circulation bien sûr, sexualité non consentie et non protégée. Ça fait partie aussi, malheureusement, du panorama, alors ça, c'est la dernière idée que je voulais faire vraiment passer, un sentiment profond en parlant avec eux, qui est le suivant. Pour moi, le slogan de nos ados, c'est « Lâchez-nous », sous-entendu, arrêtez d'être tout le temps sur nous, de nous demander combien on a eu à notre dernier contrôle, qu'est-ce qu'on va faire, qui on fréquente, sur quel site internet on va, etc. Lâchez-nous, disent-ils, point de suspension. Mais surtout, ne nous laissez pas. Car si vous nous laissez, regardez ce qu'on fait. Il faut absolument qu'on se dise que si les enfants, nos enfants, nous renvoient ça à la figure, toutes ces consommations, c'est que, sans doute, il manque des choses au niveau des contacts que nous avons avec eux, des relations, des échanges que nous avons avec eux. Il faut absolument parler avec nos enfants de tout ça. D'une part, il faut dire que pour étudier la consommation d'alcool, c'est un phénomène extrêmement complexe. Parce qu'il y a simultanément la consommation régulière, qui est une consommation, je dirais, à la française, et puis simultanément, bien sûr, tout ce qui est excès, la consommation type toxicomaniaque qui existe et qui, elle, a le plus augmenté parmi les adolescents. Et en même temps, on a un écroulement, mais vraiment un écroulement de la consommation régulière. D'une part, avec cette diminution de la consommation régulière, il y a des boissons qui sont consommées par les jeunes, qui sont beaucoup moins consommées chez les adultes, en tout cas toute proportion gardée, bien évidemment, c'est la bière et les alcools forts. C'est ça les deux boissons préférentielles des jeunes. Avec, et toujours, et je vais y venir tout de suite, la différence garçon-fille. On a une différence entre ce que consomment les jeunes et la façon de consommer. Si on a encore chez les garçons une consommation dite régulière, type à la française, on ne l'a pas chez les filles. Cette consommation régulière est quasiment nulle. Par contre, la différence entre garçons et filles est beaucoup plus faible en ce qui concerne l'ivresse. Je dis toujours, les filles rentrent dans la consommation d'alcool par l'ivresse. Et le fait, j'allais dire, un peu contradictoire, cette baisse de la consommation régulière et cette augmentation de l'ivresse, eh bien, a fait que, bien sûr, l'ivresse est devenue extrêmement visible parce que la visibilité sociale est maintenant quelque chose de très important et on ne voit plus de consommateurs réguliers chez les jeunes, on voit essentiellement cette recherche d'ivresse avec deux types d'ivresse. L'ivresse type
j'allais dire, binge drinking, c'est-à-dire beaucoup, mais aussi l'autre ivresse qu'on a tendance à oublier parce qu'elle est moins visible, parce qu'elle est... Voilà, et elle passe un peu inaperçue, et pourtant on a une proportion de jeunes, à peu près 30%, qui, durant le mois, à 16 ans, ce qui est quand même jeune, ont pris au moins 6 verres durant une même occasion, et donc c'est énorme au regard, bien sûr, de ce que, à cet âge-là, on peut imaginer. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que ces comportements, mais l'ensemble des comportements, augmentent sensiblement avec l'âge. Et on ne peut pas parler de la même façon de la consommation à 12, 13, 14, 15, 16 ans, parce qu'on a quasiment un doublement, je dirais, du nombre de jeunes qui consomment, mais on l'a sur d'autres thèmes, hein, c'est pas uniquement sur l'alcool, mais on a une évolution très nette en fonction de l'âge. Donc quand on dit jeune, la première chose qu'il faut demander en tant qu'épidémiologiste, c'est l'âge exact. Parce que c'est pas pareil, 16 ans, 15 ans, etc. Et donc il faut, voilà, là il faut pas confondre les choses. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la consommation d'alcool est liée à la consommation d'autres substances. Donc on a souvent conjointement consommation d'alcool, consommation de cannabis, consommation d'autres drogues. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie parce que dans les soirées, tout circule. Et bien sûr, là de nouveau, avec l'âge, qu'il ne faut jamais oublier, plus l'âge avance, plus il y aura une polyconsommation, bien évidemment. On a bien évidemment intégré depuis longtemps, en population générale d'ailleurs, l'idée que ce qui est dangereux quand on a trop bu, c'est de conduire un engin quel qu'il soit. Très bien, tant mieux. Encore que dans cette tranche d'âge, il y a une résistance à la modification comportementale. Donc ces dangers de l'alcoolisation aiguë, ils sont à peu près vu sur le plan de la conduite. Mais on oublie, et Xavier l'a très bien dit, qu'il y a des rapports sexuels qui sont non consentis, non protégés, et que plus ils sont à risque, plus l'adolescent est alcoolisé, plus ces rapports sexuels sont à risque, et que d'autre part, quand les deux sont alcoolisés, là on augmente énormément le niveau de risque, en tout cas de non-protection. Et puis, il y a bien évidemment la violence qui est soit causée, soit subie. Quand on est alcoolisé, on est une victime extraordinairement vulnérable parce qu'on ne voit pas venir le danger. Et quand l'agression arrive, on n'a pas les moyens d'y faire face, et en tout cas de stopper le process. Eh bien, il y a quelque chose qui est assez inquiétant, qui a été repéré dans une étude très ancienne et qui a été repliquée récemment, qui est le fait que ces alcoolisations importantes, elles arrivent sur un cerveau qui est encore en phase de maturation et qui va impacter sur une zone du cerveau qui s'intéresse à des phénomènes importants, du codage des émotions, mais aussi à cette notion de satiété. La satiété, c'est j'ai bu, j'ai plus soif. J'ai faim, j'ai plus faim. J'ai mangé, j'ai plus faim. Et cette zone-là, elle va être bombardée lors de ces phénomènes d'alcoolisation massive, lors de ces phénomènes de binge drinking, et elle va être sensibilisée. Et ce qu'on a repéré, c'est que ceux qui se sont alcoolisés de manière massive entre 15 et 20 ans vont, 15 à 20 ans plus tard, développer de manière beaucoup plus fréquente des conduites addictives sur l'ensemble des produits psychoactifs, sur l'alcool, mais aussi sur les psychostimulants et sur la cocaïne, à la défaveur de stress professionnel qui arrive de manière élevée. Et ça, dans toutes les classes d'âge. Et moi, il y a un phénomène que je repère dans ma consultation, que sont des quadras CSP++, issus d'écoles de commerce. Eh bien, ces quadras, dès que le stress professionnel arrive de manière très très importante, ils flambent sur l'ensemble de leur consommation.